Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 12, se documenter pour écrire de la fiction intéressante. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Jones. C'est une question qui revient assez fréquemment, en fait, c'est au moment d'écrire, au moment de me lancer dans un projet, quel doc je fais? Mais surtout, quelque part, la question sous-jacente, j'ai l'impression qui vient derrière, personnellement, c'est à quel point je fais de la doc pour écrire de la fiction. Là, on va pas parler d'organisation. On a eu des épisodes précédents sur l'organisation, un peu des notes. On va parler de l'approche, c'est-à-dire comment faire de la recherche pour écrire. Il y a Brandon Sanderson qui, je sais pas s'il était le premier à parler de ça, mais j'aime bien l'expression, en tout cas s'il l'a popularisé, c'est sûr, ce qu'il appelle la World Builder's Disease, c'est la maladie du créateur ou créatrice de monde, où en gros, on passe sa vie à créer un monde imaginaire, on n'en sort jamais, et en fait on crée, ce qui est un plaisir, hein, bien sûr, mais on crée un monde, et finalement on s'enferre et on se met là-dedans, et on n'écrit rien derrière. L'autre extrême pourrait être finalement le fait d'être tellement dans l'espace et manquer d'encre de recherche, de documentation, qu'on est pour le coup incapable d'écrire parce qu'on n'a pas de substance de réalité à insuffler dans son travail. Du coup, comment on fait de la recherche finalement pour écrire de la fiction? J'ai ajouté dans le titre intéressante, c'est-à-dire sous-entendu pour éviter aussi peut-être de noyer lecteur ou lectrice sous la masse de documentation qu'on a faite. Donc, quelle approche on fait? À partir de quel moment on sait qu'on est prêt ou prête? Comment on fait de la doc pour écrire? Je voudrais juste ajouter une chose avant de vous laisser. Alors, c'est un sujet où moi je vais pas avoir beaucoup de choses à dire parce que la documentation, je m'en fais pas, c'est pas mon truc. Donc avant d'aller manger du popcorn et de vous écouter, je voulais juste repréciser que c'est tout à fait possible d'écrire sans documentation pour les écrivains-écrivaines qui nous écoutent et qui seraient intimidés par ça et qui pensent que c'est un passage obligé et qui sont intimidés par ça. Moi, personnellement, je suis incapable de dire, par exemple, comme vous pouvez le faire vous, tiens, je vais écrire sur telle période historique ou des choses comme ça et aller me documenter, écrire dessus. Pour moi, c'est quelque chose de totalement impossible. Je vais plutôt puiser dans mon vécu ou dans mon imaginaire. Mais l'expérience m'a tellement prouvé que quand j'essaie de me représenter quelque chose que je ne connais pas, je me plante. Je suis assez prudente là-dessus. Donc, tout ça pour dire, les gens qui ne sont pas portés sur la documentation, ce n'est pas grave. Sur ce, je prends mon popcorn et je vous laisse détailler. Non, mais c'est super important que tu dises ça aussi, parce que la vie est la première source de recherche finalement quelque part, et en fonction de ce qu'on fait, on n'a pas forcément besoin d'aller au-delà. Bref. Après oui, vraiment, ça dépend aussi du pacte de lecture. Si vous voulez faire une fantaisie complètement détachée du monde réel et tout, mais allez-y, go for it, quoi. Si c'est juste inspiré par vos lectures, par votre amour de la fantaisie, mais waf, quoi. Maintenant, par contre, quand vous commencez à prendre des références, à parler d'une période historique, en vraiment faisant référence à cette période-là, par exemple, et en l'utilisant, les connaissances que vous pensez avoir sur la période pour parler de certains enjeux, justement en vous appuyant là-dessus, là, par contre, c'est mieux d'en avoir un peu. Un exemple paradoxal, pour moi, c'est la série Bridgerton, donc qui, évidemment, dit qu'elle n'est pas du tout historique. Voilà, enfin, qu'elle a des vagues références historiques, mais qui réécrit plein de trucs. Voilà, enfin, qui est super sucré et tout, dans un Londres où la misère et les classes sociales ne semblent plus vraiment exister. Et donc, c'est pas grave parce qu'on est là pour le fun, on est là pour la romance et tout. Par contre, quand après, il y a une controverse parce que les actrices portent des corsets qui leur font mal et que ça fait toute une controverse sur les fringues d'époque, alors qu'elles ont des robes, justement, début 19e, qui sont des robes à l'antique, qui ne nécessitaient pas de corset et qu'en ont jamais eu, là, c'est bien de se documenter un peu quand même. Voilà. Donc même quand on fait du bonbon sucré en n'ayant pas trop de références historiques, par moments, ça sert d'en avoir. Mais encore une fois, si vous créez votre propre monde de fantaisie complètement délirant et que vous avez besoin de zéro ref historique et qu'après, vous allez rien justifier avec ça, mais je suis complètement aussi du côté de Mélanie, mais go for it. Et pourtant, j'adore la documentation. Perso, je suis camée à ça, mais justement, je suis camée à ça, donc je sais qu'elle n'est pas nécessaire. Je tempérerai juste un tout petit peu sur le monde de fantasy où en gros on fait ce qu'on veut. Je suis entièrement d'accord avec le plaisir de faire ce qu'on veut dans un monde de fantasy. Néanmoins, il y a quand même une certaine exigence de cohérence. Alors, évidemment, ça va dépendre de l'horizon d'attente de l'œuvre, ça va dépendre de l'horizon d'attente aussi du milieu dans lequel on est, puisque on crée toujours dans un
contexte artistique. Si on parle de la fantasy, par exemple, on en a parlé plusieurs fois, on est dans un monde post-J.K. Rowling et Game of Thrones et Seigneur des Anneaux. On en a parlé avec les codes. Il y a un certain nombre de cohérences de base qui peuvent être pertinents à ne serait-ce que considérer, même si c'est pour dire, bon, finalement, ça je sais, mais en fait, je m'en fiche, je balance. Mais ça peut être important. Le truc le plus basique, c'est que, une arbalète, c'est pas un revolver à 6 coups, quoi. Ça prend du temps pour être rechargé, ce genre de choses. À ce moment-là, l'approche serait probablement de dire, moi, je voudrais des armes médiévales qui fonctionnent comme des revolvers à 6 coups. À ce moment-là, autant créer un truc original de toute pièce. Donc, je mettrais juste un léger bémol là-dessus. Sur le minimum de cohérence qui peut être important pour simplement maintenir la cohérence et la vraisemblance de l'œuvre. Alors après, oui, là où, par contre, évidemment, le go for it, c'est go for it, mais en conscience de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, il faut que vous soyez conscient dans ce cas-là que vous faites un monde dont vous vous moquez un petit peu du réalisme tangible et qu'après, vous allez quand même devoir lui donner une cohérence par d'autres moyens. Et dans ce cas-là, donc en faisant du world building, en justement, j'en sais rien, si c'est un monde avec des arbalètes à 18 coups alimentées par la magie, quelle magie dans ce cas-là, pourquoi, etc. Donc ça veut pas dire que vous n'avez pas des choses à préparer. Ça veut juste dire que vous allez vous appuyer sur autre chose que de la documentation précise sur les arbalètes. Mais l'idée, par contre, quand on ne fait pas de documentation, c'est quand même d'être conscient de ce sur quoi on s'appuie. Et par exemple, oui, Mélanie, elle s'appuie à mort sur son vécu, sur des choses qu'elle a vécues, elle le fait méga bien. Mais c'est comme de tout, en fait. C'est écrire de la manière que vous voulez pour l'effet que vous voulez, mais en étant conscient de ce que vous voulez obtenir, justement. En tout cas, en étant conscient du processus que vous mettez en œuvre. Et donc, résultat, j'ai parlé de tout sauf ce que j'avais prévu. J'allais dire alors, comment on fait de la recherche ? J'allais faire un petit aparté. En fait, il y a des erreurs que j'ai commises dans certains de mes premiers textes, dont je me dis qu'ils auraient pu être évités par de la documentation, et en même temps, je n'aurais pas pu me rendre compte des erreurs simplement par la documentation. C'est notamment, comme beaucoup de jeunes auteurs, j'ai situé des textes aux États-Unis. Il y en a un où apparemment j'ai fait illusion, et il y en a un où j'ai fait des erreurs grossières, comme d'écrire une église qui ressemble aux églises européennes, parce que j'ai juste pas réalisé, je me suis même pas posé la question est-ce que les églises étaient différentes. Et la première fois que je suis allée aux États-Unis, c'est ça qui m'a convaincue de ne plus écrire sur des lieux que je ne connais pas, parce que je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec l'image que je m'étais faite à partir des milliers d'images que j'ai pu avoir par les films, par la télé, partout, parce qu'il y a notamment une disposition de l'espace qui est tellement différente, une conception de l'espace tellement différente que je pouvais même pas la concevoir avant de savoir qu'elle était différente. Et de ce fait, quand même être assez prudent sur ce qu'on écrit quand on écrit sur quelque chose qu'on n'a pas vécu ou qu'on n'a pas vu par soi-même. Même la documentation ne nous donne pas tous les éléments pour se rendre compte. Alors, un des trucs que j'aime beaucoup avec la documentation, c'est que ça permet de sortir de ces préjugés. Et parfois de préjugés qu'on savait même pas qu'on avait, en fait. Ça donne des mondes plus complexes, ça donne des mondes plus intéressants. Par exemple, non, le Moyen-Âge, j'ai pas marron, couleur vomi et avec des femmes qui n'existent pas. Voilà, ça donne des mondes plus divers, plus intéressants. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé dans d'autres endroits de l'excuse historique et tout ça, donc je vais pas revenir dessus. Mais c'est un des gros intérêts de la doc. Après, sur le processus de doc en lui-même, je pense que chacun doit trouver le sien. Pour moi, grosso modo, quand je vois que je vais écrire plus ou moins sur une période, un univers, je commence à me documenter par tous les canaux habituels. Livres, bibliothèques, Internet, recouper beaucoup les infos, aller sur place au maximum, parce que là, je rejoins ce que Mélanie disait, par exemple, sur les églises américaines. Si vous voulez rendre crédible un pays, un endroit, dans la mesure du possible, aller sur place, c'est pas remplaçable, en fait. Et après, je connais des auteurs qui font énormément illusion avec que de la doc livresque et tout, et c'est super cool. Je sais que moi, j'ai besoin quand même, paradoxalement, même quand j'écris de l'historique dans des trucs très éloignés de moi, de vivre les choses en vrai. Et par exemple, dans mon roman maritime, il y a une scène de tempête que j'ai réussi à écrire, qu'après m'être embarquée sur un vrai trois-mâts. Et quelque part, ce côté de vivre les choses en vrai, ça permet aussi d'éliminer un peu l'une des limites de la doc dont parlait Lionel au début, qui est de, quelque part, vouloir étaler toute sa science et son vocabulaire et tout ça. Parce que, finalement, connaître assez bien les choses dont on parle, pouvoir en parler presque comme de choses vécues par nous, et plus comme d'une connaissance uniquement universitaire et théorique. Et c'est ça, finalement, pour moi, l'avantage d'une doc bien faite. Et après, donc, une fois que j'ai fait une grosse session de doc avec tout ça, je commence à écrire mon livre. Et souvent, pendant l'écriture, je me rends compte que je dois creuser tel et tel sujet. Et donc là, je vais chercher plus d'infos sur tel et tel sujet, je vais le creuser. Et enfin, pour moi aussi, et là, pas que pour moi, je pense quand même, surtout quand on parle de sujets qui ont des résonances actuelles, c'est-à-dire à peu près tout, faut être honnête, c'est important aussi d'aller interroger des gens qui, pour le coup, vivent, connaissent dans leur vécu ou dans leur culture ce dont on parle. Et vraiment,
même quand c'est en fait, par exemple, quand on travaille sur le 18e, d'aller, par exemple, à La Réunion, d'entendre parler des gens dont, justement, tous les enjeux sur l'île de l'esclavage et vraiment de toutes les horreurs, la violence énorme de l'esclavage là-bas, de la chasse aux marrons, quand même, la seule grande guerre qui est connue, en fait, La Réunion sur son sol, c'est juste des gens qui ont chassé d'autres hommes simplement parce qu'ils ne restaient pas esclaves. C'est d'une violence terrible. Et d'entendre parler des gens dont c'est la culture, la mémoire, qui vivent dans les résonances encore actuelles de ce passé-là, pour moi, il n'y a rien. On peut faire toute la documentation littéraire, universitaire qu'on peut. Quand on est auteur, il n'y a rien qui va remplacer ça. Vraiment, parlez avec les gens qui savent. Écoutez-les. Ayez des relecteurs qui s'y connaissent dès que vous pouvez et tout, parce qu'il n'y a rien qui remplace ça. Je sais pas vous, mais une question qu'on me pose fréquemment, moi, c'est à quel point je fais les recherches, à quel point je dois creuser, en fait. Et souvent, cette question-là, pour moi, elle peut cacher le fait de la crainte d'être pas suffisamment préparé. Et je pense que, en fait, la recherche, elle a deux niveaux quand on fait de la recherche pour écrire. Il y a, d'un côté, il y a la culture générale qui va asseoir la création, les envies, finalement, qui vont faire partie du vécu, qui sont les intérêts personnels qui vont nourrir et faire venir des idées au moment où on s'attend le moins. Et je pense que c'est par là que ça commence, en fait. Par exemple, j'ai une application où je stocke tous les articles sur lesquels je tombe qui peuvent m'intéresser un jour ou l'autre, mais j'ai pas du tout d'obligation de tout lire. J'appelle ça mon Netflix à idées, en fait. Et c'est des trucs qui sont mes curiosités, que je lis. Et de temps en temps, il y a une idée qui sort, mais je le fais pas en espérant que. Je me dis, ça va me nourrir, et ça juste, c'est des choses qui m'amusent, qui m'intéressent, qui me grattent, voilà. Et de là peuvent naître effectivement des idées. Alors après, la recherche, finalement, je pense que quand on a tendance un peu à se perdre dans l'océan de la recherche, le compas, c'est de se rappeler qu'on est là pour écrire des histoires. Et donc, qu'à partir du moment où l'on fait une recherche dans le but d'écrire, pas juste pour le fun, c'est un peu le prisme qui peut être une manière de raccourcir et de ramener l'océan à une piscine un petit peu. Où sont les opportunités narratives? Qu'est-ce qu'il y a comme histoire à raconter là-dedans? Et à partir de là, ça va potentiellement réorienter et réouvrir l'horizon sur les recherches spécifiques qui vont être nécessaires pour un fil narratif ou pour une scène. Je dis n'importe quoi, j'ai un fil narratif relatif à la mode vestimentaire du siècle de Bridgerton. Voilà, il faut que je me documente là-dessus parce que j'ai des personnages qui vont être en relation avec ça. Évidemment, ça va aussi être relié à la profondeur du fil en question. Mon exemple est vraiment pas terrible, mais c'est pas grave, je suis parti avec, je le maintiens. Si j'ai toute mon histoire se situe dans l'industrie du textile, mes recherches sur la mode vestimentaire vont pas être la même que si c'est juste quelqu'un en passant. Donc, pour moi, il y a vraiment ces deux échelles qui se parlent. D'abord, stimuler l'imaginaire, le vécu fait partie de ça, bien entendu. Et ensuite, à partir du moment où on a cerné les opportunités narratives qu'on a envie de creuser, c'est là qu'on va se dire, de quoi j'ai besoin pour écrire, d'une part, simplement pour écrire, et ensuite, bien entendu, pour écrire intelligemment, sachant que je pense que ça va dans cet ordre-là, parce qu'on va d'abord cerner où est-ce qu'on a envie d'aller, et ensuite on va s'assurer que ça tient debout. Oui, et puis pour moi, l'un des trucs qui font que aussi, pour s'en sortir, c'est vraiment, après, pour moi, c'est de me dire que de toute manière, je peux aussi reprendre pendant que j'écris des recherches sur un point spécifique qui se met à avoir plus d'importance. Et surtout quand on a bien bossé une période, en général, soit on a chez soi, soit au moins on connaît et on sait où trouver quelques gros livres de référence où on peut déjà avoir quand même des infos plus spécifiques aussi. Donc c'est l'écriture, c'est un work in progress. Pour le coup, on n'est pas forcé de terminer toute notre recherche et puis après d'écrire sans jamais y revenir en fait. On peut après faire des recherches sur un point plus spécifique quand il faut. Absolument, et au contraire, et je pense que ça peut être souvent d'ailleurs une clé très simple de la procrastination quand on a du mal à écrire une scène. Ça peut être simplement parce qu'on la maîtrise pas assez, parce que il nous manque de la matière de détail pour cette scène et donc du réel sur lequel s'ancrer. Et c'est important de reconnaître ça et de se dire non mais c'est pas grave, je prends 2 heures pour chercher un point, pour trouver l'ancrage qui me manque et ça va débloquer les choses. Petite citation pour terminer. Citation de James Clear. Les plans et les préparatifs sont utiles tant qu'ils ne deviennent pas une forme de procrastination. La tâche en question renforce-t-elle mon action ou bien s'y substitue-t-elle ?
C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.